Attention à la désinformation dans les médias, notamment pour ce qui se passe au Niger. Écoutez très attentivement l'analyse qui va être faite par un très grand spécialiste sur la situation au Niger en ce moment. Écoutez très bien. Dans les premières heures d'abord des mouvements en soutien au président Bazoum, puis plus généralement des mouvements en capitale en faveur des putschistes. Maintenant, il faut voir qu'on est dans un contexte très particulier où la capitale, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis ces dernières semaines, elle est plutôt acquise à l'opposition. Donc elle n'est pas forcément représentative de l'opinion générale, parce que dans les régions, on voit plutôt des mouvements aussi en faveur du président Bazoum, en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est aussi très complexe de comprendre quelles sont les forces en présence, quelles sont les dynamiques, mais d'une manière générale, on voit que la légitimité des putschistes, elle s'étiole au fur et à mesure, parce qu'on voit que ce sont des gens, il y a des histoires de corruption, on voit que ce sont des gens qui sont là pour des rapports de force, et on voit aussi la situation sécuritaire se dégrader chaque jour avec des attaques. On a eu plus d'attaques en 2 semaines qu'en 6 mois au Niger. Donc les gens commencent à s'interroger à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, et on voit sur les réseaux sociaux, on voit en discutant avec des Nigériens que les putschistes ne sont pas du tout en odeur de sainteté, parce que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a des conséquences sur le plan économique, sur le plan politique, il y a des conséquences sur le plan sécuritaire, et donc demain il faudra de toute façon reconstruire un paysage, je dirais, politique et social, et ça se fera forcément d'abord avec des Nigériens, mais c'est sûr qu'il y a des tensions, au niveau du parti, du PNDS, le parti majoritaire, et donc il y a un travail, je dirais, assez transversal à faire de la part des Nigériens pour avoir un retour à la stabilité. Et c'est ça le défi principal. Merci beaucoup, Jérôme Pigné, d'avoir été... Voilà donc, d'après ce grand spécialiste, la situation qui se passe au Niger. On se demande si le Niger dont lui il est en train de parler là est sur la planète Terre. Est-ce que le Niger dont il fait le commentaire qu'on vient d'entendre est sur la planète? Dans cette vidéo, on va décortiquer les différentes affirmations qu'il a faites et se rendre compte à quel point il est dans le vrai ou alors dans la désinformation. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de développement de l'Afrique. Donc si toi aussi tu veux participer à cette belle aventure, abonne-toi et partage massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez prochainement à Abidjan ou alors qui vivez en Côte d'Ivoire, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition des véhicules en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Si en revanche vous recherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, nous avons ce qu'il vous faut pour réserver. Dans la barre de description, vous avez un lien, il est dispo. Allez-y et réservez tout de suite votre place. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt un bien dans lequel vous allez vous-même résider ou alors pour votre famille ou comme un investissement, sachez que nous construisons de très belles villas duplex à Bingerville à des tarifs abordables. Et chaque samedi, nous faisons des visites sur site pour que vous puissiez vous-même toucher du doigt la qualité des constructions. Donc n'hésitez pas, samedi prochain, si vous êtes disponible et si ça vous intéresse, à vous joindre à la prochaine visite. Le numéro s'affiche. Contactez-nous. Alors, je suis toujours en Inde, à Delhi particulièrement, parce que je suis venu ici pour rencontrer des fournisseurs que j'invite à mon événement Back to Africa qui se tient le 30 septembre et le 1er octobre au Palais des Congrès. C'est un événement autour du retour en Afrique de la diaspora pour impacter nos pays au travers du business. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire partie de ces personnes qui vont contribuer à faire changer le continent sur le plan économique, tu dois absolument être à cette rencontre parce que tu vas avoir la possibilité de rencontrer des fournisseurs comme ceux que je rencontre en ce moment qui vont te donner les machines qu'ils ont à leur disposition pour te permettre de lancer tes projets industriels. Tu vas avoir sur place beaucoup d'entrepreneurs qui vont te partager leur succès, les meilleures opportunités sur le continent à présent, le réseau qu'ils utilisent et puis enfin, tu auras en bonus des banques qui vont venir te mettre à disposition l'argent dont tu as besoin pour réussir tes initiatives sur le continent. C'est donc un événement assez complet pour tous ceux qui veulent vraiment faire partie de la solution sur le continent. Donc les amis, prenez vos places. Il y a encore des promos qui ne vont pas tarder à se terminer. C'est vraiment le moment ou jamais de réserver. Alors, revenons sur l'avis de notre expert, Jérôme Pigné, qui en fait est le président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Qu'est-ce que ce monsieur nous apprend dans son intervention télévisée? Il nous apprend qu'il y aurait apparemment des mouvements qui se tiennent en dehors de la capitale contre les autorités militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Bon, je me suis dit, les médias occidentaux attendent tellement
ce genre de manifestations que si elles avaient eu lieu, elles auraient été les premières à les filmer. Il faut reconnaître que suite au coup d'État, les partisans de Bazoum sont venus effectivement pour manifester et s'insurger contre ce coup d'État-là. Et à cette époque-là, il y avait eu des tirs de sommation, donc des tirs en l'air, qui ont repoussé la foule. Et à la suite de ça, les personnes qu'on a essentiellement vues à l'extérieur étaient des personnes qui, bien évidemment, soutenaient le putsch. Pour différentes raisons. Attention, il n'est pas question de dire que toutes les personnes qui sont dans la rue sont pro les militaires. Certains d'entre eux sont juste là pour signifier leur opposition à la présence de l'armée française. D'autres sont là parce qu'elles veulent signifier leur défiance vis-à-vis de la CEDEAO qui a menacé d'une intervention militaire. Mais dans tous les cas, tous ces groupes-là avaient en commun le fait que la présence des militaires les arrangeait parce qu'elle permettait de valider leur position. Donc quand il nous dit que dans le Niger aujourd'hui, l'essentiel de la population vivant dans les régions, ce qui est vrai, ces populations-là, en réalité, pour beaucoup d'entre elles, elles sont pro-Bazoum et elles manifestent. Où sont ces manifestations? Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on ne les voit pas? Je veux dire, aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux montrer quelque chose qui se passe. S'il y avait des manifestations dans le pays, mais on est d'accord que les médias mainstream auraient simplement pris ces images et montré pour dire, voilà ce qui est en train de se passer. Pendant qu'on voit dans la capitale des gens qui se réunissent, qui vont voir, qui remplissent des stades, il y a quand même en parallèle aussi des mouvements de foule à plusieurs endroits dans le pays qui en sont en train de s'organiser. On n'a rien vu. Donc notre spécialiste qui nous dit qu'il y a à l'arrière du pays beaucoup de mouvements, où est-ce qu'il tient cette information? Où est-ce qu'il tient cette information? Je veux vraiment qu'il nous dise quelle est sa source, quelles sont les images qu'il a pour pouvoir valider une telle position. Il continue en disant que la légitimité des putschistes s'étiole au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, plus le temps passe, moins les gens ont confiance aux putschistes. Et il dit qu'il y a des histoires de corruption. De quelle histoire parle-t-il? Est-ce qu'il peut nous donner des dossiers concrets? Des membres du gouvernement? Est-ce qu'il dit que le général Tiani est corrompu? Qui l'a corrompu? De combien? De quoi il s'agit? Est-ce qu'il dit que d'autres généraux de l'armée sont des corrompus? Est-ce qu'il peut préciser de quoi il parle? Il dit juste une phrase comme ça. Il y a des histoires de corruption qui sont en train de sortir. Mais lesquelles? Lesquelles qui sont fondées? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoire. Je dis juste qu'on balance des phrases comme ça sans apporter aucun justificatif et on est supposé croire à cela. Est-ce que ça, ce n'est pas de la propagande? Parce que pour un spécialiste, il doit avoir des faits. Il doit avoir des faits. Ensuite, il dit qu'on est là pour une histoire de rapport de force. Mais il me semble que suite au putsch, ceux qui ont voulu amener la notion de force, c'est certains pays de la CEDEAO. C'est eux qui ont tout de suite donné un ultimatum en disant qu'il y aurait une intervention armée. C'est à partir de là que ce putsch-là a pris la tournure qu'il a pris. Parce qu'il y a eu effectivement sur la table une menace non négligeable d'intervention que les putschistes n'ont pas voulu laisser passer. Il me semble que c'est à partir de ce moment-là que des velléités de force sont entrées dans la danse. Et puis, il continue en disant que depuis que les putschistes sont là, on voit la situation sécuritaire du pays se dégrader chaque jour. On a eu plus d'attaques en 2 semaines qu'en 6 mois. Alors, il faut bien comprendre de quoi il s'agit ici. Il faut déjà préciser que le Niger, effectivement, a communiqué sur le fait qu'ils ont eu une attaque. Une attaque au cours de laquelle il y a eu 17 soldats de l'armée nigérienne qui ont perdu la vie. Et je crois 3 qui sont dans un état grave. De l'autre côté, le même communiqué dit que l'armée nigérienne a descendu 2 hordes d'une 50aine de djihadistes. Donc, on aurait eu 17 pertes d'un côté, 100 de l'autre, du côté des djihadistes, apparemment. Voilà en tout cas l'info telle qu'on l'a reçue. Peut-être que c'est sur cette information qu'il se base pour dire qu'on a des pertes. Peut-être. En tous les cas, voilà ce que les autorités militaires ont communiqué sur ce qui se passe. Bien évidemment que c'était prévisible. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit. Pendant que les autorités nigériennes se battent pour pouvoir se maintenir au pouvoir, eh bien, leur attention n'est plus sur les terroristes. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, la principale raison pour laquelle ils ont justifié leur coup d'État, c'était la position sécuritaire du pays. Donc, on est d'accord qu'ils vont être très attendus là-dessus. Mais aujourd'hui, plutôt que de se concentrer sur cet objectif-là, ils se retrouvent à se concentrer pour lutter contre une éventuelle attaque de la CEDEAO. J'ai même appris que ces autorités-là ont mobilisé des forces aux frontières nigériennes et béninoises en
prévention d'une éventuelle attaque de la CEDEAO sur le pays. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est une armée qui est dispersée et qui n'a pas le focus absolu sur les terroristes. La preuve, une attaque comme celle-là a pu avoir lieu et peut-être qu'elle va donner des idées aux djihadistes qui vont multiplier des attaques. En tous les cas, c'est factuel, effectivement. Par contre, il va en disant que les gens commencent à s'interroger à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Quels sont ces gens? Est-ce qu'on peut savoir quels sont les gens qui s'interrogent à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Et s'il veut parler d'à l'extérieur du pays, je pense qu'à l'extérieur, il n'y a eu que des condamnations. Qui, à l'extérieur du pays, était pour le coup d'État et aujourd'hui a changé d'avis en disant non, je ne suis plus pour le coup d'État. Je n'ai entendu aucune voix s'élever dans ce sens. Par contre, ce que j'ai entendu depuis le début, c'est des gens qui condamnent le coup d'État, qui même pour certains ont prôné la position militaire, mais qui sont en train de rétropédaler, en train de reculer pour dire non, 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 ce n'est plus pertinent de faire ça. Et c'est plutôt le sentiment inverse. Les gens sont plutôt en train de dire aujourd'hui non, 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 le coup d'État est consommé. Trouvons plutôt les moyens de mettre la pression sur la junte pour qu'elle donne un calendrier rapide pour pouvoir libérer le pouvoir et le donner à des civils. Voilà ce que moi j'entends. Et je n'entends pas plutôt le contraire. Donc, dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, c'est qui l'extérieur? C'est lui et ses copains. Ce sont les gens avec qui il discute, qu'il considère comme étant l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, je veux bien voir les voix dont il parle. Même les États-Unis, aujourd'hui, sont dans une position dans laquelle ils ne sont pas d'accord pour une intervention militaire et pensent que c'est la voie de la discussion, de la diplomatie qui doit régner. Donc, de qui est-ce qu'on parle? Et puis, bien évidemment, il dit qu'en discutant avec des Nigériens, il se rend compte que les putschistes ne sont pas en odeur de sainteté. Je pense qu'il n'y a pas un seul régime au monde qui fasse l'unanimité. Hein. De la Chine à la Russie, en passant par la France ou les États-Unis, vous aurez des gens dans ces pays, en nombre important, qui vont vous dire à quel point ils sont contre la politique que le gouvernement actuel mène et pourquoi ce gouvernement-là devrait partir. Donc, dit qu'on a trouvé des Nigériens sur Internet qui ne sont pas d'accord avec la politique des militaires, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Mais est-ce qu'ils représentent une majorité? C'est là que c'est important. Parce que le problème de cette analyse, c'est qu'on prend des épiphénomènes et on veut leur donner une ampleur, une proportion qui en réalité n'est pas celle que l'on a sur le terrain. Et donc à partir de là, on désinforme. Désinformer, ce n'est pas que mentir, c'est aussi parfois grossir un trait, c'est amplifier une situation, c'est laisser le sentiment de. Et quand on écoute ce spécialiste, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les militaires sont en train de perdre du terrain, que le président Bazoum est proche d'être à la limite rétabli dans ses fonctions parce que à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les gens leur en veulent, parce que dans le pays, il y a des manifestations contre eux qui sont de plus en plus nombreuses, parce que les Nigériens eux-mêmes sont de plus en plus contre les putschistes, parce qu'il y a les sanctions qui s'appliquent et que donc, face à toutes ces sanctions, les Nigériens ont tourné leur veste et ne veulent plus entendre parler des putschistes. Et l'accumulation de ces éléments donnés dans une seule vidéo, pour moi, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pure et dure. La volonté, elle est claire. C'est de donner le sentiment à l'opinion qu'aujourd'hui, au Niger, les putschistes, les autorités militaires, appelez-les comme vous voulez, en fonction de quel bord vous vous placez, sont aujourd'hui en difficulté. Mais est-ce que c'est ce qu'on constate? Quand on regarde dans les faits, est-ce qu'on constate quelque chose dans ce sens? Les autorités militaires continuent leur calendrier, ils ont fait leur nouveau gouvernement, on a un premier ministre civil, ils sont en train aujourd'hui de continuer de dérouler leur processus, ils ont mis de nouveaux militaires à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. C'est eux maintenant qui commandent de manière effective le pays. Ils ont pris le pouvoir à tous les niveaux. Donc, je n'ai pas le sentiment que cette opération, ce coup d'État soit en train de souffrir au point où on pourrait s'inquiéter, enfin, ou alors donner le sentiment que le pouvoir est en train de basculer. Et je me rappelle que ces médias-là ont été interdits de plusieurs pays. Alors, bien évidemment, je l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas pour le fait de brider des médias. Très clairement, moi, j'ai un média. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il dit qu'il faut couper les médias, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis clairement pas d'accord avec ça. Il y a d'autres moyens d'exprimer son désaccord vis-à-vis d'un média et pas simplement de couper le média. Maintenant, on est d'accord, et ça je le dis, c'est valable pour les médias qui ont été supprimés en France comme ceux qui sont supprimés en Afrique. Je ne suis pas pour le fait de faire taire des médias. C'est une dérive autoritaire dangereuse, clairement. Mais il est forcé de constater que certaines analyses qui passent sur ces médias-là peuvent desservir très clairement les positions que les militaires ont. Parce que quand on entend ce genre de choses, on a le sentiment que les militaires sont en train de perdre la main. Et vous savez, dans ce genre de situation, c'est une question de confiance.
plus les gens vont avoir confiance aux militaires, plus ils vont s'aligner derrière eux, plus ils vont manifester pour eux, plus. Et moins, à l'inverse, ils vont avoir confiance, moins ils vont manifester, moins ils vont soutenir les initiatives, plus ils vont être critiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment aussi une guerre d'opinion. Et le rôle des médias est prépondérant. Et donc, avoir des médias qui, à longueur de journée, peuvent, et ce n'est pas le cas forcément à longueur de journée, mais avoir des médias qui, permanemment, vont donner des nouvelles anxiogènes à la population, ben, ça peut être quelque chose qui va et joue à l'encontre des autorités militaires. En tous les cas, moi, je voulais intervenir par rapport à ça, parce que quand j'ai entendu ce reportage, je me suis dit, mais c'est vrai que je suis en Inde, je suis un peu déconnecté de ce qui se passe en France, au Niger, mais la situation a vraiment pris cette tournure-là, donc je suis allé regarder un tout petit peu quelques médias à peu près sérieux pour voir où est-ce qu'on en était, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'intervention de ce monsieur est plus que disproportionnée dans ce qu'il dit. Et malheureusement, voilà ce que l'on véhicule, voilà ce que beaucoup de gens entendent et que beaucoup de gens croient. Et le journaliste en face ne le challenge pas, il ne l'interpelle pas quand il dit ce genre de choses et il laisse passer. Bon, mais voilà, après chacun se fait son avis. Mais je tenais à intervenir là-dessus parce que le rôle des médias en temps de conflit comme ça est très, très important. À défaut d'informer, les médias peuvent devenir des agents de propagande. Et ça, c'est dangereux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.